Vous avez dans votre œuvre et pratique la grande originalité de situer vos recherches au confluent de plusieurs disciplines. L'une d'entre elles est l'éthologie, en particulier l'éthologie animale. Quel regard portez-vous sur les analyses que Girard a faites, notamment dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, des sociétés animales? Alors, dans mon cheminement personnel, j'ai rencontré René Girard, c'était en 1970 à peu près, sur Les choses cachées, et j'ai été enchanté par ses références à l'éthologie animale, parce que je commençais à m'intéresser à l'éthologie animale, et je trouvais que là, il y avait une source d'hypothèses, un trésor à hypothèses extraordinaires, mais que bien sûr, il était impossible de faire une extrapolation, parce que le fait que l'être humain accède à la parole crée le monde de l'humanité, mais avant d'arriver à la parole, il y a un monde préverbal qui est aussi un monde humain qu'on partage avec les animaux. Donc quand j'ai vu que René Girard et Hugo Rian s'intéressaient beaucoup à ce phénomène, Hugo Rian avec une certaine pertinence, une certaine expérience, je me suis dit, on est dans la même famille. Et effectivement, beaucoup d'hypothèses humaines sont parties de l'éthologie animale, ce que refusent les psychanalystes encore aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la transdisciplinarité, elle est recommandée aujourd'hui par les grands paquebots de la recherche, INSERM, CNRS, ANR. Elle est recommandée. On fait, pour obtenir des bourses, on fait des équipes pluridisciplinaires. Et une fois que le processus est déclenché, les gens ne savent pas travailler dans la transculturalité ou dans la transdiscipline, et chacun reste dans son coin parce que c'est très difficile de passer d'une discipline à l'autre et d'un référent à l'autre, et les mots n'ont pas tout à fait le même sens selon la discipline où on les emploie. Alors, pour moi, praticien, pour nous, praticiens, dans les groupes auxquels je participe, c'est beaucoup plus facile parce qu'on est formé par nos patients. C'est-à-dire que nos patients s'assoient près de nous avec leur corps, leur cerveau, leur passé, leur développement, leur histoire, leur religion, leur contexte familial et culturel. Donc nous, nos patients nous forment à la pluridisciplinarité, ce qui n'est pas le cas des gens de laboratoire qui cherchent une discipline, qui fragmentent le savoir pour faire des publications de carrière. Donc même s'ils touchent les bourses parfois importantes de l'Agence nationale pour la recherche, eh bien ils ont du mal à faire du transdisciplinaire, alors que nous, on est formés pour ça. Alors votre recherche touche aussi à la psychanalyse. Que pensez-vous de la critique que René Girard a faite dans La violence et le sacré, en 1972, du schéma oedipien? Alors je pense que René Girard, inspiré par l'éthologie animale, a un peu critiqué le schéma oedipien. En fait, il s'agit du même processus, mais désigné par des mots différents. Freud, bien sûr, emploie le mot castration, désir incestueux, ce qui est, pour moi, comme pour René Girard, il est impensable qu'un bébé humain, surtout un bébé préverbal, ait un désir incestueux. Mais les psychanalystes raisonnent comme ça, et aux États-Unis, il y a des associations qui combattent l'allaitement maternel en disant que les femmes éprouvent un plaisir quand le bébé les tète, donc c'est un plaisir incestueux, donc les femmes sont des êtres immoraux, et les bébés aussi. Alors, donc bien sûr, ce genre de raisonnement, quand on s'intéresse à l'éthologie animale, ce raisonnement ne tient pas, mais il y a pourtant une observation qui tient, c'est que les petits qui se développent forcément au contact des mères arrivent à un stade de développement où quelque chose se passe, une usure de l'attachement se passe, qui fait que les grands petits doivent quitter leur mère. Alors selon les espèces, les processus sont différents selon les espèces, les mâles interviennent, la femelle chasse son petit, le petit désire échapper au pouvoir affectif de la mère animale, mais l'inceste n'a rien à voir là-dedans.
c'est simplement un processus de développement qui fait qu'à un certain stade, la mère ne se sent plus mère de ce grand petit, et que le grand petit éprouve, j'ose pas dire un désir, c'est un mot humain, mais éprouve une force, ressent une force qui l'invite à courtiser ailleurs. Donc il y a très peu de passages à l'acte incestueux dans le monde animal. Et assez curieusement, Freud, qui était naturaliste, il devait être professeur de zoologie. Karl Klaus l'avait envoyé à Trieste pour faire une étude sur la sexualité des anguilles. Et Freud a obtenu le seul prix scientifique de sa vie, c'est le prix Goethe, qui est un prix naturaliste, ce que les psychanalystes dénient étonnamment. Ils ne veulent pas reconnaître le partage animal de la condition humaine, alors que Freud, lui, le reconnaissait très bien, et que Lacan l'a aussi très bien reconnu, parce que Lacan a fondé l'essentiel de sa discipline sur le stade du miroir, qui vient de l'éthologie animale, et sur les petits poissons, comme dit Lacan, qui ont eu le prix Nobel en 1973 avec Tinbergen et Konrad Lorenz. Et il y a même dans l'articulation du réel et de l'imaginaire, Lacan fait un dessin inspiré par l'éthologie animale. Alors pourquoi est-ce que les psychanalystes de ma génération ont refusé ces informations qu'on vérifie sans peine, qu'on vérifie dans Lacan, le stade du miroir, la planche et Pontalis, et on trouve d'ailleurs dans mon livre sur les âmes blessées, je les cite à la page près, j'ai fait attention à la virgule près. Les jeunes sont moins sectaires que les psychanalystes de ma génération. Les jeunes ont vérifié et ils constatent que le fait d'avoir des références en éthologie animale, comme l'a fait René Girard, comme l'a fait Freud, comme l'a fait Lacan, ne conteste absolument pas la condition humaine qui effectivement se fait dans le monde de l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe qui crée la condition humaine. Mais avant d'arriver à ça, on partage beaucoup d'éléments avec la condition humaine et c'est pas du tout exclusif ni méprisant des êtres humains. René Girard s'est passionné pour le Freud anthropologue, celui de Totem et Tabou et de Moïse et le monothéisme. Il lui a repris, tout en la modifiant, la thèse du lynchage primordial ou du meurtre fondateur, qui est très mal vue des psychanalystes. Quelle est votre opinion sur cette dite thèse et sa reprise par Girard? Alors, les psychanalystes ont combattu en grande partie la théorie Totem et Tabou. Ils combattent actuellement la pulsion noire. Et ils combattent aussi le projet pour une psychologie scientifique, dont je me demande si la psychanalyste n'est pas en train de dériver vers une conception de la pensée et du soin très loin de ce que désirait Freud. Les anthropologues aujourd'hui confirment la théorie freudienne, confirment la théorie girardienne, que les sociétés se fondent dans le meurtre. Alors, est-ce que c'est le meurtre du père ? Je pense que les sociétés, c'est la chasse qui fonde l'assassinat, qui permet de faire du social. Les femmes, disent les anthropologues actuellement, fournissaient déjà l'essentiel de l'alimentation avec les végétaux et les insectes et les charognes. Ça fournissait au moins les 3/4 de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on pouvait vivre uniquement en étant nourri par les femmes. Mais les femmes fournissaient la survie. Elles fournissent la vie et la survie. Et elles ne fournissaient pas le social. Et c'est les hommes, en tuant des animaux, qui ont fondé la société. Parce que, en inventant des armes, c'est-à-dire le monde de l'artifice, puis en inventant la convention du cygne pour se coordonner pour la chasse, j'imagine qu'il devait faire des signes silencieux, j'imagine qu'il devait diriger la direction du gibier, je suis certain qu'il faisait des signaux de fumée pour se coordonner, je suis certain qu'il construisait des armes qu'il décorait parce que la première œuvre d'art, c'était une arme qui donnait la mort, et la première œuvre d'art, c'était la sépulture de celui qui recevait la mort,
Et les hommes, en utilisant la mort, fabriquaient du social, alors que les femmes fabriquaient la vie, en donnant la vie, et la survie en alimentant tous les êtres humains. Mais elles ne faisaient pas de social, parce que pour faire du social, il fallait donner la mort au risque de la recevoir. Alors ça, c'est un petit peu la théorie de l'anthropologie des anthropologues modernes, des jeunes anthropologues, qui reprennent la théorie totem et tabou, et les jeunes psychanalystes ne sont plus du tout choqués par ce genre de raisonnement qui a choqué les psychanalystes de ma génération. Revenons à René Girard. Désir mimétique d'un côté, mécanisme victimaire de l'autre, sont donc les deux piliers de sa théorie. Est-ce que ce modèle du religieux archaïque vous paraît pertinent en tant que tel, ou est-ce que vous estimez qu'il doit être combiné à d'autres types d'approches? Alors, je pense que dans notre manière de travailler, on fragmente pour comprendre et on réintègre tout de suite dans des équipes et dans des approches multidisciplinaires. Donc le mécanisme victimaire est renforcé assez paradoxalement par la neuroimagerie moderne, où on constate que toutes les religions ont inventé le sacrifice et que c'est pas logique du tout. Si on accepte l'instinct de vie ou l'instinct de survie, on se demande pourquoi des gens se sacrifieraient. Et on constate que, en fait, l'auto-agression, le sacrifice, a un effet tranquillisant. Et que quand les gens sont très anxieux, on voit à la neuroimagerie que l'amande rhinencéphalique, c'est-à-dire un amas de neurones à la face profonde du circuit limbique, flambe. Elle ne flambe pas, mais elle consomme beaucoup d'énergie. L'ordinateur traduit ça en couleur rouge, et nous, la métaphore qu'on emploie, c'est l'amande flambe. Elle ne flambe pas, mais on dit comme ça. Alors, on voit que dès que les gens s'auto-agressent, se tapent la tête, comme les enfants abandonnés ou comme les adolescents anxieux, se scarifient, se sacrifient s'ils sont adultes, ou même simplement ont un comportement sacrificiel, altruiste, donner beaucoup d'argent, donner beaucoup de choses, l'amande rhinencéphalique s'éteint, et on a la preuve que les gens ne sont plus anxieux parce qu'ils se sont auto-agressés ou parce qu'ils ont fait un sacrifice. Donc assez paradoxalement, c'est pas paradoxal, c'est curieux, assez curieusement, le sacrifice a une fonction tranquillisante. Et René Girard l'avait pressenti, et maintenant la neuroimagerie confirme sa prescience. Vous répondez au niveau d'un individu, mais Girard a théorisé ou repris l'idée de Freud au niveau de la collectivité. C'est le phénomène de l'hypnose collective qui pour lui est fondamental. Comment vous analysez cela? Alors non, le phénomène de l'hypnose collective, on l'explique plutôt aujourd'hui par les épidémies de croyance. Rien n'est plus contagieux que l'émotion. C'est-à-dire que si vous me parlez en souriant, j'aurai envie de vous sourire. Si vous me parlez en me menaçant, je vais me crisper et je vais me préparer à la fuite ou à l'agression. Donc les émotions sont très contagieuses. Et dans une foule, le plus sûr moyen de provoquer une contagion émotionnelle, c'est de se soumettre à quelqu'un à qui on attribue tous les pouvoirs, toutes les forces. Ça peut être Dieu, ça peut être un chef idéologique, il y a des religions profanes, ça peut être un artiste, ça peut être quelqu'un qui nous subjugue, c'est-à-dire qui nous met sous son joug, et là encore être subjugué, c'est l'obéissance à un phénomène très tranquillisant. C'est-à-dire que c'est énormément de bénéfices sur le plan collectif, c'est des maléfices sur le plan individuel, parce qu'on arrête le développement de notre personnalité, mais c'est un bénéfice collectif, parce que partageant le même Dieu, partageant le même chef idéologique, partageant le même chef scientifique, ça arrive aussi, on est frères, on se sent frères, et vous prenez pour moi une fonction tranquillisante. Parce que la liberté, c'est angoissant. Ça me met en situation de choisir, donc de douter. Si j'ai un doute, j'ai un choix, mais j'ai aussi une responsabilité et la peur, l'angoisse de me tromper. Arrive le chef qui sait tout, qui nous dit où est la vérité,
autour de moi, toute la foule m'approuve, est d'accord, se soumettre, adorer un chef religieux, idéologique, scientifique, a une fonction tranquillisante, mais au prix de l'amputation du développement des personnalités. On a beaucoup dit que la découverte des neurones miroirs corroborait les deux hypothèses clés de Girard sur le désir mimétique et sur la logique de la violence. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Alors oui, tout à fait. Ça a été un peu contesté, mais bien sûr c'est moi qui ai raison. C'est-à-dire que ça a été contesté, mais maintenant ce qu'on voit chez les bébés, c'est que les bébés dans un premier temps ne peuvent pas ne pas imiter. Il y a une contagion des émotions et leur cerveau répond. Et quand il y a une proximité émotionnelle très grande, on tire la langue au bébé qui tire la langue, on fronce les sourcils, il fronce les sourcils, on sourit. Il répond par un sourire. Il ne peut pas ne pas imiter. Et quand il y a une fusion affective très grande, comme dans la mère et l'enfant, on voit que quand les mères et maintenant les pères qui se mettent à toiletter les bébés font pareil, on voit que quand il y a une grande proximité affective, quand la mère tend la cuillère à son bébé, elle ouvre la bouche en même temps que ce bébé. Elle fait le même geste que le bébé, que le geste des bébés qu'elle espère provoquer chez le bébé. Et ça, c'est la proximité affective qui fait. Donc un bébé ne peut pas ne pas imiter, et une fusion, une proximité affective invite à l'imitation. Mais quand on vieillit, les neurones préfrontaux entrent en fonction, et la principale action des neurones préfrontaux, c'est schématiquement l'anticipation de l'avenir, ce qui est facile à comprendre, mais aussi l'anticipation du passé. Je vais chercher dans mon passé les images et les mots avec lesquels je vais constituer un récit, je vais assembler des morceaux de mémoire pour en faire un récit que je vais adresser à quelqu'un. Je suis toujours dans l'anticipation, que ce soit pour l'avenir ou pour le passé. Et quand les neurones préfrontaux se développent, ce qui se fait seulement entre 6 et 8 ans, à ce moment-là, on n'imite plus. On n'imite plus, mais si je vois quelqu'un qui s'approche de moi, c'est mon lobe occipital qui va traiter l'image qu'il me propose. Si je vois ici un verre de vin qui m'intéresse, c'est mon lobe occipital qui voit l'image du verre de vin et qui va consommer de l'énergie et passer au rouge. Mais si je vois un homme signifiant tendre la main vers un objet signifiant le verre de vin rouge, alors là ça déclenche en moi une émotion, je me prépare à faire le même geste que lui, sauf que ma maturité cérébrale m'empêche de l'imiter, mais le pied de la frontale ascendante consomme de l'énergie comme si je me préparais à faire le même geste que lui. Et les neurones miroirs, on sait maintenant les photographier, on sait maintenant en faire des images, c'est-à-dire que les neurones miroirs montrent que je me prépare à l'imiter, mais que je ne l'imite pas forcément. Il y a une inhibition qui fait que je ne l'imite pas forcément, mais je me prépare à l'imiter. Et si dans mon contexte, je suis dans un contexte de foule, ou dans un contexte d'angoisse sociale qui fait que j'ai intérêt à le considérer comme un chef qui sait tout, alors à ce moment-là, je vais l'imiter. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur le travail que René Girard a mené avec Jean-Michel de Gourlian à partir de 1978 et sur celui que Jean-Michel de Gourlian continue de son côté maintenant? Est-ce que vous pensez, en d'autres termes, que la psychiatrie mimétique, telle que Girard et Gourlian ont tenté de l'élaborer, a un avenir? Alors, je pense que c'est peut-être pas totalement explicatif, parce que je pense qu'une théorie totalement explicative est une théorie totalitaire. Donc je pense que René Girard et Gourlian vont éclairer, je pense vraiment, un chapitre de la psychiatrie. L'être ensemble. Alors, au point de vue phénoménologique, ça va être important, c'est-à-dire qu'ils vont éclairer comment se fait-il que nous, êtres humains, on ne peut pas ne pas être ensemble. On ne peut que fonctionner ensemble. C'est pas forcément facile, mais on ne peut, sinon sans autre, je ne peux pas devenir moi-même.
C'est le paradoxe de la condition humaine. J'ai besoin d'un autre pour devenir moi-même. Et à ce moment-là, les explications de Girard et de Gourlian peuvent répondre à cette question, et ils vont, j'en suis convaincu, éclairer ce chapitre phénoménologique de l'être ensemble. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse de Girard peut éclairer les phénomènes de la violence contemporaine, du ressentiment qu'elle manifeste, et en particulier évidemment les phénomènes du djihadisme? Alors, tout à l'heure, je proposais l'idée de contagion de croyance. Et avec le djihadisme, on est dans la contagion de croyance, comme on l'a été pour l'Inquisition chrétienne, comme on l'a été pour le communisme, qui est une religion profane, avec la même structure que les églises. Il y avait un penseur surhumain qui savait tout, Staline, Marx, Lénine. Il sait tout, il surveille tout, et avec un clergé, le comité central, et avec la foule adorante qui adorait ces super penseurs qui allaient apporter le bonheur les lendemains qui chantent. Or, donc on a donc maintenant, avec ces phénomènes sont classiques. Ils ont déjà existé, l'Inquisition, le communisme, le nazisme, et maintenant le djihadisme. Donc c'est des phénomènes récurrents qu'on ne savait pas expliquer, qui ont provoqué des tragédies humaines effrayantes au nom de la morale, c'est-à-dire que pratiquement tous les crimes contre l'humanité ont été commis au nom de l'humanité. Le nazisme proposait 1000 ans de bonheur à condition d'éliminer les juifs, les tziganes et de faire l'élevage des nègres, qui étaient des êtres humains mais inférieurs. Donc il fallait en faire l'élevage. Les lendemains qui chantent communistes ont aussi provoqué des millions de tragédies, et l'Inquisition a provoqué aussi des millions de tragédies planétaires, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Inquisition a été occidentale, pas seulement européenne, mais aussi sud-américaine. Donc ces phénomènes sont récurrents, parce que dès l'instant où on ne peut pas vivre sans autre, sans altérité, je n'ai que des activités auto-centrées. Et je n'ai que des pensées auto-centrées. Pour penser, il faut que je me décentre de moi, pour que je tente de visiter le monde mental de l'autre, la culture de l'autre, la religion de l'autre. Alors à ce moment-là, mon monde mental s'ouvre, parce que je peux parler une autre langue, découvrir une autre culture, chercher à comprendre une autre religion, une autre manière d'aimer Dieu qui prend des accents et des formes différentes, des langues différentes selon les cultures. Et tout à l'heure je disais que c'est l'affectivité qui explique le désir mimétique. C'est que actuellement, si un bébé arrive au monde en Égypte, je prends le pari qu'il a de fortes probabilités de devenir musulman, bien plus que chrétien ou bouddhiste. Et si un bébé arrive au monde aujourd'hui en Amérique du Sud, il a plus de probabilités de devenir chrétien que musulman. Il va apprendre la religion comme il apprend la langue maternelle, par affection. C'est par proximité affective, par désir mimétique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on apprend extrêmement vite parce qu'on est motivé. La proximité affective, la vivacité des neurones des petites années fait qu'on peut apprendre une langue, la langue maternelle, toute langue maternelle s'apprend en 10 mois. Entre le 20e et le 30e mois, pour tout bébé, performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de sa vie. Sans école, sans livre, sans cours particulier, tout bébé apprend toute langue. Et s'il aime sa mère, ce qui, c'est pas du 100%, enfin c'est quand même du 95%, je viens de citer Brazelton, qui disait il y a 5% des bébés qui n'aiment pas leur mère, c'est un mystère, ils sont mal dans les bras de leur mère, mais ça fait quand même 95% qui sont sécurisés, qui sont bien dans les bras de leur mère. La proximité affective fait qu'ils apprennent très vite la langue de leur mère, la langue maternelle, et qu'ils apprennent très vite les représentations mentales du monde mental de la mère, donc la religion, les croyances maternelles.
Le père arrivera plus tard, arrivera après. Donc ça veut dire que ce mécanisme neuronal et affectif confirme les raisonnements de Hourlian et René Girard. Et vous savez bien, quand on en avait parlé, il avait été très heureux de ce genre d'explication. Je voudrais évoquer votre dernier livre, Ivre, paradis, bonheurs héroïques, où vous revenez sur la question des bons et des mauvais modèles. En termes girardiens, des médiateurs externes d'un côté, des médiateurs internes de l'autre. Ce qui ne suscite pas la rivalité mais l'admiration, ce qui suscite la rivalité et la violence. Mais ce dernier, Girard, pensait qu'il était de plus en plus difficile de choisir les bons modèles aujourd'hui. Est-ce que vous partagez ce pessimisme ? Oui, c'est peut-être du réalisme, hein. C'est-à-dire que partager un bon modèle, il faut avoir une relation affective. Or, la mondialisation rend difficile le partage affectif. L'empathie, c'est-à-dire cette aptitude à se décentrer de soi pour se représenter, pour visiter le monde mental d'un autre, ne se développe que s'il y a des relations affectives. Un bébé, un enfant, un adulte abandonné, seul, augmente ses activités autocentrées et arrête son empathie, ce qui est la définition de la perversion ou de la psychopathie. Or, dans la mondialisation, on ne peut pas s'identifier à tout le monde. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au monde, je suis de la qualité d'avant-guerre. On disait ça des camemberts, c'est mon cas, camembert qualité d'avant-guerre. Quand je suis arrivé au monde, on mourait dans le lit où on était né. On avait une langue, une religion, une terre. Ensuite sont arrivées l'usine qui était à 6 km. On y allait à pied. Ensuite, il a fallu en vélo, puis en vélo moteur, puis en voiture. Et puis maintenant, on change de société et les usines ferment et on garde la voiture, mais il n'y a plus d'usine. Donc ça veut dire que la nouvelle condition modifiée par la technologie, la nouvelle condition mondiale, fait qu'on arrête l'empathie. On ne peut pas se mettre à la place de tout le monde. Donc on en avait parlé avec Todorov, que j'admirais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Et on a été d'accord pour dire que la mondialisation et la technologie arrêtent l'empathie, c'est-à-dire risquent de faire chacun d'entre nous des pervers. Il y a toujours un moment où on va se transformer en pervers parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de tout l'autre, de tout le monde, de l'autre. Est-ce que vous savez que depuis que vous m'enregistrez, 12 763 Chinois viennent de mourir dans de souffrances atroces? On s'en moque éperdument, on est pervers. C'est-à-dire que c'est une représentation qui ne provoque plus d'émotion. On est pervers. Alors que quand on vivait en proximité affective, comme la mère, l'enfant, le village, où on partageait le même Dieu, le même chef, la même religion, la même technologie, il fallait que les hommes s'associent pour partager, pour faire la moisson au même moment. Il fallait que les femmes et les hommes s'associent pour s'occuper des bébés que les femmes mettaient au monde. Il y avait des lits de relevailles qui ont disparu maintenant, parce que maintenant les femmes se remettent au travail le plus vite possible, après avoir mis au monde un enfant. Alors qu'il n'y a pas longtemps encore, il y avait un lit de relevailles où la femme disait « je suis fatiguée » et les autres femmes s'occupaient du bébé et les hommes s'occupaient d'apporter les victuailles, la chasse bien sûr, et aussi le blé et les végétaux. Or, cette association, cette solidarisation, elle n'existe plus maintenant. C'est-à-dire que la technologie est tellement fabuleuse que maintenant on entre en communication avec un Chinois en temps presque pratiquement réel, on entre en communication en temps réel, mais si 12 763 Chinois meurent, on s'en fout éperdument. C'est-à-dire que notre empathie est arrêtée par la technologie qui améliore incroyablement, magiquement même, nos relations et nos communications.